Bonjour à tous. Je ne vais pas me présenter pour aller bref. J'ai compris qu'il fallait qu'on soit efficace. Donc, juste préciser voilà, que effectivement, je suis coprésident de l'association pour une hydrologie régénérative, cofondateur aussi. Et à côté de ça, je travaille pour un petit bureau d'études qui s'appelle Permalab. Et on est basé dans la Drôme. On accompagne des agriculteurs, porteurs de projets agricoles, collectivités maintenant autour de tout ce qui est agroécologie, agroforesterie et donc ce qu'on a appelé hydrologie régénérative. Voilà pour une présentation extrêmement brève. Dans ce que je vais présenter là, voilà, je préviens tout de suite, ça a été compressé. C'est des extraits de présentations que je fais par ailleurs et qui sont forcément succinctes, qui est forcément succincte aujourd'hui. Donc, voilà, peut manquer des nuances et je prie de m'en excuser par avance. Et après, évidemment, ça pourra être complété pendant les échanges. Du coup, à contribution de l'hydrologie régénérative, alors oui, oui, régénérative, il manque un petit arrêt au changement d'échelle de l'agriculture biologique. Voilà, pour introduire le sujet, on va dire que pourquoi cette notion d'hydrologie régénérative qu'on a proposée comme telle, basée un peu sur le cycle de l'eau, en tout cas les nouvelles représentations du cycle de l'eau que a priori, beaucoup d'entre vous maintenant sont coutumiers du fait, avec qu'on considère comme un cycle fonctionnel qui est en lien avec voilà, la végétation notamment, l'occupation des sols, l'occupation du territoire en général par la végétation, et qui active des cycles de l'eau qui sont fonctionnels avec une répartition de la pluie, des précipitations notamment dans l'espace et dans le temps, qui est plus homogène a priori, et inversement versus là, un cycle de l'eau entre guillemets dysfonctionnel par deux éléments essentiels, connus aussi, que sont une forme de dévégétalisation d'une part et une forme d'évacuation de l'eau d'autre part. Évacuation au sens drainage, au sens drainage et évacuation volontaire ou involontaire, mais forme d'évacuation, et d'accélération donc du cycle de l'eau, et notamment du cycle de l'eau bleue. Et donc voilà, et que deux conséquences majeures étant sécheresse d'un côté, inondation de l'autre, comme de face de cette même pièce qui est d'abord un cycle de l'eau dégradé par un mésusage, mésoccupation des espaces agricoles et finalement des territoires par extension, quoi. Là, pareil, c'est assez synthétique. Il y a des nuances évidemment à tout ça, sachant que je m'adresse évidemment à des chercheurs pour bonne partie d'entre vous. Mais voilà, c'est en partie de ce principe-là que de longue date, et ça s'est largement accéléré, on a par les causes de dégradation des sols, par les causes d'enlèvement de la végétation, des haies en particulier, des arbres, toutes les formes de remembrement, plus comme je disais, le drainage, l'évacuation de l'eau, ça a contribué à ces problématiques qu'on rencontre maintenant. Et du coup, inverser la tendance, ça veut dire concrètement d'un point de vue opérationnel, de faire l'inverse de ça, dans cet aspect, dans ces trois aspects d'un triptyque au sol arbre. Inverser la tendance, ça veut dire donc, pardon, au niveau de l'eau bleue, du cycle long de l'eau, donc les flux d'eau, de ralentir et d'infiltrer toute l'eau de précipitation en particulier. Et puis au niveau de l'eau verte, donc l'eau passant par le couple sol-végétation, densifier la végétation pour alimenter les cycles évaporation, condensation, donc recréer ces petits cycles de l'eau continentaux en particulier. Et du coup, je parlais de triptyque, puisque ouais, on a dégradé sur ces trois aspects, sur les flux d'eau, sur les sols et sur la végétation pérenne, et les arbres en particulier. Il s'agit d'activer l'inverse et de mettre en place l'inverse pour passer là schématiquement, encore une fois, d'espaces agricoles, de bassins versants, de territoires ressemblent à ceux de gauche à ce qui ressemble plutôt à ceux de droite, et de planifier, d'organiser ça. Et c'est le propre justement de l'hydrologie régénérative, d'être une discipline, entre guillemets, hein, de régénération des cycles de l'eau par l'aménagement du territoire et en particulier évidemment des espaces agricoles. Du coup, concrètement, voilà, on se base nous en tant que conseil sur ces approches auprès d'agriculteurs, porteurs de projets, comme je disais, et puis plus largement de collectivités, puisque les logiques sont les mêmes. On se base justement sur ce triptyque, donc hydrologie, prise en compte des chemins naturels et artificiels de l'eau, aménagement global des sites et bassins versants, priorisant la gestion de l'eau et tous les aménagements, implantations et gestion, favorisant ralentissement,
infiltration et stockage d'eau, création et maintien de zones humides ou semi-humides et recharge passive des aquifères. On va voir après deux, trois éléments pour illustrer un peu tout ça. Et au centre de ça, évidemment, sol, l'agronomie, un sol vivant, voilà, c'est des choses que vous connaissez a priori, un vivant est couvert le plus possible, riche en matière organique, c'est la clé pour une gestion de l'eau à court terme, en réduisant drastiquement tous les phénomènes de ruissellement, stockant l'eau dans tous les éléments biologiques, favorisant l'infiltration et la résilience hydrique pour toute végétation cultivée ou non. Et puis dans ce triptyque essentiel, là aussi, qui rejoint naturellement tout ce qui est autour de l'agroécologie, arbres et pérennes, agroforesterie, et les arbres étant la clé pour la gestion de l'eau sur le long terme, en favorisant évapotranspiration, condensation et petits cycles de l'eau, créant des microclimats frais et humides, infiltrant l'eau en profondeur et en la remontant en surface, développant le réseau mycorhizien et la vie biologique du sol. Et donc, on insiste un peu sur ce triptyque pour dire que c'est les trois à la fois. Ce qui manque, le constat, c'est que dans beaucoup d'approches autour d'évolution de l'agriculture, il y a, encore une fois, un peu caricaturé, mais il y a, souvent, il manque dans un aspect dans ces trois-là. Quand on parle, voilà, on est sur le sol, on est sur les approches d'agriculture qui conservent le sol ou équivalent. Et pour caricaturer, il n'y a pas d'arbres, il y a pas d'arbres sur des open, c'est des grands open fields avec non labourés, mais il y a pas d'arbres à l'horizon. Et en parler, il y a des réseaux de drainage qui continuent à évacuer l'eau du territoire. Inversement, on peut avoir des approches d'agroforesterie où on plante les arbres droit dans la pente. Droit dans la pente, donc c'est bien, on a planté des arbres dans les champs, mais on n'a pas pris en compte notamment des aspects d'eau, d'écoulement d'eau, et on rate une case d'une certaine manière, quand c'est techniquement possible en tout cas, de pouvoir en même temps gérer les flux d'eau, les ruissellements et tout ça. Et puis inversement, on peut aussi pas partir que sur des approches d'eau, de gestion de l'eau, de faire des mares, des bassins ou des fossés qui retiennent l'eau, mais sans se préoccuper assez en même temps, d'avoir des approches d'agronomie et d'agroforesterie. Du coup, dans ce triptyque-là, voilà, bon, ça aussi, c'est tout ce qui va, toutes les pratiques qui vont favoriser un sol et la régénération des sols, sachant qu'évidemment, c'est là où se stocke l'eau prioritairement, et où en tout cas là, on voudrait qu'elle se stocke, donc sur le moyen long terme. Donc toutes les pratiques font ça, agriculture de conservation des sols en particulier, donc non labour, c'est là que ça peut questionner notamment le lien avec l'agriculture biologique, et donc évidemment aller vers des agricultures de conservation biologique étant l'ultime étape. Tout ce qui est culture sur sol vivant, maraîchage sur sol vivant, évidemment, et puis en herbement et couverts végétaux, en agriculture pérenne, donc viticulture, arboriculture, et puis en pâturage, tout ce qui est gestion, entre guillemets, holistique du pâturage, pâturage tournant dynamique, évidemment, comme pilier à la fois pour régénérer les sols et à la fois pour croiser les types de cultures et remettre l'élevage avec les autres types de cultures. Arbre, agroforesterie, donc voilà, pareil, c'est. Oh, pardon, ça a sauté. Tout ce qui est agroforesterie, évidemment, remettre les arbres dans les espaces agricoles, quel que soit le type d'agriculture, dans et autour des parcellaires, donc en intraparcellaire, autour avec les haies, le réembocagement d'une manière très générale. Et puis, on leur parlait de ça, gestion forestière raisonnée, reforestation. Et puis tout ce qui est les systèmes agro-silvopastoraux, remettre les arbres dans les systèmes d'élevage pour plein de bonnes raisons. Plein de bonnes raisons. Et donc voilà, qui contribue là aussi à remettre l'arbre dans les systèmes agricoles. Et puis, je termine par celui-là, même si en réalité, il est plus structurant dans les formes justement d'aménagement, de transformation, d'évolution des espaces agricoles. Parce que voilà, on utilise diverses techniques issues de plein d'approches assez diverses et variées, notamment dans le monde, qui permettent justement de repenser les flux d'eau, les écoulements d'eau. Donc autant ce qu'on appelle voilà, du keyline, des motifs keyline, issus du keyline design en particulier, réimplanter les cultures pérennes en particulier, en fonction du relief, ou avec des lignes parallèles à une courbe de niveau de référence, par exemple, comme ce qu'on voit là sur cette parcelle en viticulture, qui permettent évidemment, dans les pentes, de créer des micro-obstacles aux écoulements, et donc de favoriser, de limiter déjà les phénomènes de ruissellement et d'érosion, et de favoriser évidemment l'infiltration. Ça pose évidemment des questions techniques, donc il y a des nuances dans tout ça, évidemment. Mais en tout cas, c'est une des bases de recultiver avec le relief, en considérant le relief, ce qui est un gros manque actuellement, puisque notamment avec le remembrement et l'agrandissement des parcelles, on cultive sans se préoccuper du relief, je force un peu le trait, et évidemment, ça favorise tous les écoulements et les écoulements problématiques et l'évacuation de l'eau en général.
Et puis tout ce qui est fossé, notamment dans un réseau de circulation d'eau superficielle, en plus du réseau enterré par le drainage, mais en superficielle, tous ces fossés, et les retransformer, ces fossés, notamment avec des redans ou ce genre d'approche, qui permettent de faire circuler l'eau, certes, mais en la tamponnant, en infiltrant beaucoup plus que de seulement simplement l'évacuer. Et puis après, des approches comme les baissières, donc c'est des noues sur courbe de niveau, qui là aussi sont faites c'est des principes de talus, fossés, fossé talus et talus avec des plantations de haies, par exemple, pour là aussi structurer un paysage agricole et puis, ou autre d'ailleurs, et là aussi favoriser l'infiltration et puis remettre tout ce qui est mares temporaires, micro et macro zones humides comme ça, de manière diffuse dans tous les espaces agricoles et notamment le long des chemins de l'eau naturels, des chemins de l'eau artificiels. Voilà, je passe un peu vite encore une fois, vous m'en excuserez. Je voulais illustrer un petit peu le propos avec un exemple c'est un agriculteur qui est dans la Drôme, donc Nord-Drôme, qui est venu se former avec nous sur ces approches et qui du coup a mis en œuvre un projet justement basé sur l'hydrologie régénérative et qui illustre bien le propos. Du coup, voilà, lui, il est en agriculture diversifiée, avec de la grande culture, de la vigne, et il projette de faire pardon, de l'arboriculture et d'implanter sur cette parcelle de 9 hectares à l'origine en grande culture, d'implanter un verger diversifié, un verger diversifié. Et il a décidé de travailler justement sur créer une parcelle beaucoup plus résiliente dans le temps, à différents niveaux, avant d'implanter. Donc, justement, il a décliné ses principes d'hydrologie régénérative couplés à l'agroécologie sur ces principes. Donc, cette parcelle, vous voyez les courbes de niveau, ça c'est l'existant. Vous voyez les courbes de niveau, donc la pente, elle est comme ça. Il y a un cours d'eau qui passe de manière ponctuelle, donc il est pas torrentiel, mais il est très intermittent, voire torrentiel, en aval de la parcelle. Et puis, il y a un fossé au milieu qui évacue. Il y a des réseaux de drains également. Donc ça, c'est un peu l'état existant. Et du coup, voilà, sur ces principes. Et puis, il y avait des problématiques, je passe, mais il y a des problématiques de sol aussi, de différence de sol, et de ruissellement, et de, d'érosion assez important et de l'eau et le sol qui le retrouvent en bas des parcelles ou qui retrouvent directement dans le cours d'eau. Du coup, ils ont même, puisqu'ils sont avec sa compagne, travaillé sur ce projet-là d'implanter justement différents ouvrages pour garder l'eau, en sachant qu'ils sont en aval d'un parcellaire qui lui aussi ramène beaucoup d'eau lors des gros épisodes. Et cette eau étant problématique, et donc plutôt que comment faire pour la stocker et l'infiltrer, donc il y a plusieurs ouvrages qui ont été faits, notamment, on va le voir sur des photos après, des baissières, donc des fossés sur courbe de niveau, ici et ici, pour subdiviser le parcellaire et en même temps créer de l'obstacle au ruissellement et favoriser l'infiltration, sur lequel il a implanté des haies. Et au bout desquels, notamment, il a implanté deux grandes mares, donc plutôt des petits bassins, à destination de la biodiversité, qui collectent à la fois les eaux de ruissellement, enfin, les eaux de surplus des baissières, mais aussi les eaux de surplus venant du fossé en amont. Voilà, je montre les photos directement pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, dans le but de travailler justement sur le triptyque tout à la fois, eau, gérer les eaux, l'eau, le ruissellement, les eaux de pluie pour favoriser le fait que l'eau va rester plus longtemps, va circuler sur la parcelle plutôt que de filer directement et de créer des problèmes. L'eau, arbre, puisque voilà, implantation, et on le voit. Voilà, on voit là sur cette image, puisque tous les fossés, toutes les créations ont été implantées d'une haie, donc du coup, là, on réembocage le parcellaire au passage et en se basant justement sur la gestion de l'eau. Et puis sol, puisque bah, tout ça, il y a des implantations de couverts végétaux progressifs. Avant d'implanter ces arbres fruitiers, il a une démarche d'améliorer la qualité des sols par une succession de couverts végétaux il me semble aussi d'amendements organiques. Voilà, donc quelques images de à quoi ça peut ressembler avec voilà et comme je disais, dans un but de ralentir l'eau, mais aussi de créer des espaces de biodiversité, donc remettre, même si là c'est des pièces assez importantes, remettre des mares, des micro-mares, des micro-ouvrages hydrologiques de manière diffuse là, le long des chemins de l'eau en particulier, à différents endroits du parcellaire.
Donc voilà, je conclus un peu là-dessus avant de passer la main à Judith et la logique derrière tout ça, c'est de, redédier de l'espace à l'eau et à l'arbre et c'est un peu le leitmotiv qu'on porte et qui devra aussi passer auprès de justement de tous les acteurs du monde agricole. En fait, là où on a à l'époque, évacué l'eau et pris de l'espace à l'eau et à l'arbre, on redédié une partie du parcellaire justement pour ce genre pour, tamponner l'eau, infiltrer l'eau et replanter, des arbres. En plus évidemment de toutes les approches agroécologiques qui vont de pair encore une fois. Donc là, il s'agit d'identifier tous les chemins de l'eau naturels et artificiels, de l'amont vers l'aval, et puis d'abord aussi de prévoir potentiellement un ensemble de micro-ouvrages qui vont justement tamponner ces chemins de l'eau, recréer des mares à différents endroits, par exemple, mares ou autres ouvrages, hein, je passe rapidement encore une fois, qui vont permettre de tamponner l'eau, sur lequel, sur le moyen long terme, un peu comme une architecture, ces chemins de l'eau étant une architecture d'un paysage agricole, qui va sur le long terme donc recouvrer sol et arbres de manière justement organisée et structurée, encore une fois, autour des chemins de l'eau. Voilà, je passe la main à Judith, je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau du temps. Et voilà, si tu peux prendre la suite, tu me dis pour la gestion du... Ça marche, bah, parfait. Merci beaucoup, Simon, pour tout ça. Alors moi, je vais parler donc de ce qu'on mène actuellement au sein de l'Association pour une hydrologie régénérative. Donc en ce moment, on est sur un projet pilote qui va durer pour encore 1 an et demi, mais qui était initialement de 2 ans. Et donc le projet, c'est d'accompagner 5 territoires pilotes, donc qui sont tous les 5 dans le bassin du Rhône, pour la mise en place des pratiques que vient de décrire Simon, à l'échelle, enfin à différentes échelles. Et donc c'est du coup cette question d'échelle qu'on va pouvoir questionner. Je peux passer à la suivante. Simon. Ouais, super. Alors là, pour un exemple, donc cette carte-là à droite, c'est un des 5 territoires qu'on accompagne. Donc là, en l'occurrence, c'est la communauté de communes de Archaglo-Rhône-Crussol en Drôme-Ardèche. Et donc la particularité de ce territoire, c'est que il inclut une vingtaine d'agriculteurs, agricultrices sur le territoire, qui sont un peu disséminés sur plusieurs sous-bassins versants sur la Comcom. Donc là, à gauche, vous voyez un exemple d'une parcelle qu'on suit. Donc là, on a un petit peu, enfin, on a au sein de PUHR, de l'association, une mission d'instrumenter et de suivre de manière quantifiée les impacts des aménagements qui sont faits. Et donc toute la question, c'est quand on a des parcelles qui sont comme ça disséminées à travers un territoire, comment est-ce qu'on va pouvoir réellement évaluer l'impact des aménagements en termes d'hydrologie. Donc quand on travaille à l'échelle de la parcelle, la première approche qu'on a eue, c'est vraiment une approche plus sciences du sol, pédologie et suivi presque agronomique en fait, où là on va simplement poser des capteurs d'humidité du sol, donc soit perpendiculairement aux baissières, soit parallèlement, pour suivre à la fois la répartition amont aval de l'humidité du sol et également le long d'une même courbe de niveau, comment la baissière influence l'humidification du sol à une même altitude, hein, sur une même courbe de niveau. Donc ça, c'est un exemple de suivi. Mais ce qui est intéressant sur ce projet Rhône-Crussol, c'est que initialement, avec des parcelles disséminées, le projet initial, c'était de travailler avec des parcelles disséminées. Et en fait, au cours du projet, ils se sont rendus compte que la structuration en bassin versant était vraiment importante pour avoir des impacts hydrologiques beaucoup plus marqués. Et donc, ce qui est très, très intéressant ici, c'est le passage, en gros, de l'échelle de la parcelle à la structuration progressive en bassin versant. Donc, il y a encore en cours. Et au sujet de la structure en bassin versant, donc Simon, tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc, je voulais aussi vous parler d'un autre projet, donc qui est lui aussi encore en cours, hein, puisque c'est vraiment des projets pilotes à chaque fois. On a aussi un bassin versant donc, qui est sur l'agglomération de Valence-Roman, donc le bassin versant du Bost, qui fait une petite vingtaine de kilomètres carrés, où là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que le projet est déjà initialement structuré à l'échelle du bassin.
Donc on en est à la phase d'études préalables. Et donc là, la question, c'est comment est-ce qu'en partant directement de l'échelle du bassin versant, on va pouvoir structurer et imaginer des aménagements qui soient cohérents spatialement pour avoir des impacts hydrologiques plus importants. Voilà, donc je te laisse passer, Simon, à la suivante. Voilà. Donc toute la question, c'est de l'échelle de la parcelle à l'échelle du bassin versant, quels sont les freins et les leviers qui vont nous permettre, ou au contraire qui limitent ce changement d'échelle. Donc là, il y a un papier qui a été sorti tout récemment, même qui est peut-être encore en presse, je ne sais plus, de Florence Gonnet, donc, qui est chercheuse SNRS à Aix-Marseille, mais qui fait aussi partie de l'association, et donc qui travaillait sur ces freins et ces leviers à la diffusion des pratiques, dont l'agriculture biologique, j'en parlerai après. Donc voilà, pour passer de l'exploitant-exploitante à une structuration en bassin versant. Donc les différents leviers qu'elle a identifiés, c'est d'abord un travail de vulgarisation et d'éducation, c'est-à-dire de passage d'informations à travers des conférences, etc. Également les interactions entre les acteurs, mais aussi, et c'est très important, la démonstration de pratiques et des résultats de ces pratiques-là. Donc là, c'est vraiment tout l'intérêt des territoires pilotes qui servent en fait d'exemple pour les suivants. Donc ça fait un peu boule de neige, on observe un peu une amplification du phénomène. Et ensuite, la question majoritaire qui reste pour ce changement d'échelle, c'est comment est-ce que les actions à l'échelle du bassin versant vont pouvoir être structurées et coordonnées, surtout pour les bassins versants pour lesquels il n'existe pas de syndicat de bassin. Donc ça, c'est vraiment une question qui est ouverte et sur laquelle on est en train de réfléchir et d'essayer de produire un petit peu des guides méthodologiques pour ces structurations de bassins versants. Donc là, pour recentrer un petit peu sur l'agriculture biologique, puisque ça va être le sujet des discussions, à l'échelle du bassin, on va avoir des exploitants en bio et des exploitants pas nécessairement en bio. Et donc toute la question, ça va être comment est-ce que des exploitants avec différentes pratiques vont pouvoir travailler ensemble pour la mise en place de ces pratiques.